Chapitre 1, le masque du comptable. Frank Morrison ajusta ses lunettes de lecture et fixa le tableur qui brillait sur l'écran de son ordinateur portable. Chiffres, colonnes, codes fiscaux, l'armure banale qu'il portait depuis 12 ans. Pour tous les habitants de Riverside Heights. Il n'était qu'un comptable de banlieue comme les autres, conduisant une Honda raisonnable et se plaignant des impôts fonciers lors des barbecues de quartier. Mais sous ses chemises en polyester et ses protège-poches vivait un fantôme. L'Anglais l'avait surnommé « l'ombre » pendant ses 15 ans à la division des activités spéciales de la CIA. Il avait infiltré des cellules terroristes à Kandahar, éliminé des cibles à Belgrade et disparu dans la foule comme de la fumée. Puis vint une mission à Téhéran qui tourna mal. 3 bons agents morts à cause de renseignements erronés. Frank s'était extirpé et avait disparu dans la vie civile, portant des cicatrices invisibles. Il avait rencontré Diana Kellerman dans un café près de l'université George Washington, où elle terminait ses études de psychologie. Belle, ambitieuse, avec des yeux qui semblent détenir des secrets. Elle affirmait que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 20 ans, la laissant seule au monde. Frank, las des ombres et de la mort, voyait le salut dans sa vulnérabilité. Leur mariage était modeste. Diana insistait pour que ce soit secret. Juste des amis proches, avait-elle dit. Frank ne se demandait pas pourquoi aucun membre de sa famille n'était présent. L'amour le rendait insouciant, et l'insouciance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. 12 ans plus tard, Frank était assis dans son bureau à la maison, écoutant la voix de sa femme s'élever de la cuisine en contrebas. Elle était au téléphone tard le soir, parlant à voix basse. Ces derniers temps, ses appels sont devenus fréquents. Le timing doit être parfait, la voix de Diana résonnait à travers la bouche d'aération. Les cellules dormantes iraniennes feront passer ça pour une voiture piégée. Puis nous avons divisé sa police d'assurance vie de 5 millions de dollars. La main de Frank se figea sur le clavier. La tasse à café à côté de lui, décorée du « meilleur père du monde » de leur fille Chloé, lui parut soudain comme un poids de plomb. L'assurance vie des cellules dormantes iraniennes est une assurance vie. Tous ses instincts, aiguisés par des années de savoir-faire, s'éveillèrent. Frank ferma son ordinateur portable avec une précision chirurgicale et ouvrit la fenêtre. Diana se tenait dans la cuisine, le téléphone collé à son oreille, sa main libre gesticulant avec animation. La femme avec qui il partageait le lit depuis plus de 10 ans préparait son meurtre. Il pensa à Chloé, 15 ans, probablement en train d'envoyer des SMS à des amis dans sa chambre, ignorant que sa mère orchestrait patricide. Ou était-ce le cas? Dans le monde de Frank, la famille ne signifiait rien quand sa survie était en jeu. La confiance était une denrée qu'il ne pouvait plus se permettre. Diana raccrocha et Frank observa son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Pas de larmes, pas de culpabilité, juste l'expression satisfaite de quelqu'un qui vient de conclure une transaction commerciale. Elle sortit une bouteille de vin et se versa un généreux verre, savourant son propre reflet. Frank s'éloigna de la fenêtre et rouvrit son ordinateur portable. Mais au lieu de feuilles de calcul, il accéda à une partition cachée derrière des couches de cryptage. À l'intérieur se trouvaient les outils de son ancienne vie. Liste de contacts, emplacement de planques, cache d'armes et identité qu'il avait conservées pour les urgences. L'ombre était réveillée. Chapitre 2, l'enquête. Frank arriva à son bureau le lendemain matin, la même mallette en cuir qu'il utilisait depuis des années. Mais à l'intérieur, sous les formulaires d'impôts et les calculatrices, se trouvait un Glock 19 et du matériel de surveillance valant plus cher que la plupart des voitures. Le service comptabilité de Morrison & Associates occupait une modeste suite au-dessus d'une sandwicherie. La couverture parfaite pour un homme qui avait besoin de paraître ordinaire tout en menant des affaires extraordinaires. Sa secrétaire, Madame Patterson, l'accueillit avec son efficacité habituelle. Votre rendez-vous de 9 heures a été reporté et votre femme vous appelle pour vous parler de vos projets de dîner. Qu'a-t-elle dit exactement? Demanda Frank en accrochant son manteau avec un calme d'entraînement. Quelque chose à propos d'essayer ce nouveau restaurant persan du centre-ville. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour vous. Personne. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté glaçante. Une fois seul, Frank activa le générateur de bruit blanc qu'il avait déguisé en radio et commença son enquête. Diana Morrison, de son vrai nom Diana Kellerman, était arrivée aux États-Unis 18 ans plus tôt avec un visa étudiant. Son histoire personnelle semblait fondée en surface, mais Frank savait creuser plus profondément. L'accident de voiture qui avait tué ses parents.
C'était bien réel, mais les victimes étaient Harold et Margaret Kellerman de Tucson, en Arizona. Aucun enfant n'était répertorié. Diana avait usurpé l'identité d'une jeune fille décédée. Ensuite, il a remonté ses dossiers financiers. Son diplôme de psychologie était réel, mais elle n'avait jamais exercé. Elle recevait des paiements mensuels d'un cabinet de conseil appelé Meridian Strategic Solutions. Frank dirigeait l'entreprise grâce à ses bases de données. C'était une façade pour le SVR, le service de renseignement extérieur russe. Sa femme était une agente russe. Frank s'adossa à son fauteuil, assimilant la révélation. Pendant 12 ans, il avait été marié à l'ennemi. Diana avait joué la carte du long terme, infiltrant sa vie, portant son enfant, attendant le moment idéal pour l'éliminer. Mais pourquoi maintenant? Il a retrouvé des informations confidentielles auxquelles il avait encore accès par des canaux secrets soigneusement entretenus. 3 mois plus tôt, la CIA avait lancé l'opération Nuit, une mission secrète visant à identifier et neutraliser un réseau d'espionnage russe opérant sur la côte est. Frank n'était pas officiellement impliqué, mais l'Anglais voudrait débriefer toute personne mariée à un agent russe depuis plus de 10 ans. Diana savait qu'il était un ancien agent de la CIA. Elle devait le faire, ce qui signifiait tout. Leur rencontre, leur mariage, la naissance de Chloé avaient été orchestrés. La question était, que savait leur fille? Frank intercepta le téléphone sécurisé. Un SMS d'un numéro inconnu. Restaurant persan, table 12. Viens seul, D. Il sourit d'un air sombre. Diana accélérait son calendrier. Bien. Frank préférait que ses ennemis soient impatients. À 17 h, Frank se rendit au Shiraz Palace, un restaurant persan haut de gamme du centre-ville de Richmond. Il enfila un simple costume gris et un journal à la main. L'image de la banlieusarde normale. Mais sous sa veste, le Glock attendait, et dans son oreille, un appareil presque invisible enregistrait tout. Diana était assise à la table 12, vêtue d'une robe noire qui mettait sa silhouette en valeur. Elle leva les yeux à son approche, et Frank vit quelque chose de nouveau dans son regard. Une impatience prédatrice. « Tu as l'air tendu, ma chérie », dit-elle en lui faisant signe de s'asseoir. C'est une journée difficile avec les chiffres. Comme d'habitude. Frank étudia le menu, notant l'agencement du restaurant, les sorties et les menaces potentielles. C'est agréable. Quelle occasion! Une femme ne peut-elle pas surprendre son mari? Diana sirota son vin. J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps, au changement. Quel genre de changement? Avant que Diana puisse répondre, un homme s'approcha de leur table. Grand, cheveux noirs, costume coûteux, avec une posture de quelqu'un habitué à la violence. Frank reconnut ce type de muscle intelligent. Diana, ma chérie, l'homme se pencha pour l'embrasser sur la joue, sa main s'attardant sur son épaule. Tu dois être Frank. Je suis Tony Vasquez, l'associé de Diana. Frank se leva et lui tendit la main. La poigne de Tony était ferme et provocatrice. Associé. Diana n'a jamais mentionné le Conseil international. Diana l'interrompit avec fluidité. Tony aide les clients étrangers. Tony s'assit sans invitation, faisant signe au serveur. Frank, Diana m'a tant parlé de vous. Le comptable discret qui garde les secrets de chacun. Frank comprit l'importance des secrets. C'était une séance de sondage, testant ses connaissances et ses soupçons. Tony n'était pas qu'un simple homme de main. Il était l'homme de main de Diana. Au fil de la soirée, Frank joua son rôle à la perfection. Le mari banlieusard ennuyeux, légèrement mal à l'aise avec la collègue mondaine de sa femme, posant des questions anodines sur leurs affaires, mais cataloguant tout. La montre Omega C Master de Tony, prisée des agents de renseignement, la légère bosse sous son aisselle gauche, sa façon de scruter la pièce toutes les 2 ou 3 minutes. Une conscience opérationnelle. Lorsqu'ils se séparèrent, Diana embrassa Frank sur la joue et murmura, « À bientôt à la maison, mon chéri. Il faut qu'on parle. » Frank rentra chez lui en voiture, vérifiant la présence de caméras de surveillance. Propre. Mais en arrivant dans son allée, il remarqua que la lumière de la chambre de Chloé était éteinte. Sa fille ne se couchait jamais avant minuit le week-end. À l'intérieur, Diana attendait dans le salon avec 2 verres de vin. « Assieds-toi, » dit-elle en tapotant le canapé à côté d'elle. « Parlons de notre avenir. » Frank resta assis, acceptant le vin sans boire.
Qu'est-ce que tu as en tête, honnêteté? Le masque de Diana glissa légèrement. Je sais que tu m'as enquêté, Frank. Ou devrais-je t'appeler Shadow? La partie était terminée. Chapitre 3, la révélation. Frank reposa son verre de vin avec un calme délibéré. Je ne sais pas ce que tu veux dire, rit Diana d'un rire dénué de chaleur. S'il te plaît, pensais-tu vraiment que je ne remarquerais rien? Le temps supplémentaire passé au bureau, les questions sur mon passé, la façon dont tu m'observais. Elle se leva, se dirigeant vers la cheminée où trônait leur photo de mariage. 15 ans au sein de la division des activités spéciales de la CIA. 17 meurtres confirmés. L'incident de tronc qui t'a fait disparaître. Où est Chloé? La voix de Frank était dangereuse. En sécurité pour l'instant. Diana se retourna et Frank vit la femme qu'il avait vraiment épousée. Froide, calculatrice, mortelle. Elle est avec des amis. Cette conversation n'est qu'entre nous et Tony, mon agent de liaison. Oui. Le SVR planifie cette opération depuis 20 ans. Trouver un agent de renseignement américain brûlé. Placer un agent près de lui. Créer une vie qui le rende doux et complaisant. Diana se resservit du vin. Tu étais la cible parfaite, Frank. Traumatisé, isolé, en quête désespérée de connexion. Frank reste assis, les mains jointes, et notre fille. Un heureux hasard qui rendait la couverture plus convaincante. Le rejet désinvolte de Chloé par Diana a frappé Frank comme un coup physique, même si elle s'est avérée utile à d'autres égards. Explique. Chloé n'est pas avec des amis. Frank, elle a été recrutée. À 15 ans, elle montrait déjà une aptitude remarquable pour l'entreprise familiale. Diana sourit. Elle vous surveillait depuis 2 ans. Chaque conversation, chaque habitude, chaque faiblesse. Cette trahison était plus profonde que tout ce que Frank avait vécu à la guerre. Sa propre fille avait formé un espion pour l'aider à orchestrer son meurtre, mais il gardait une expression neutre, une compétence qui lui avait permis de survivre en territoire hostile. La police d'assurance, demanda-t-il. 5 millions de dollars partagés entre votre veuve endeuillée et son associé. Mais ce n'est que le bonus. Le véritable enjeu, c'est l'opération Nitfall. Vos anciens collègues pensent traquer des agents russes, mais ils tombent dans un piège. Tous les agents affectés à l'opération sont déjà compromis. Frank a analysé cette information. Diana ne se contentait pas de l'éliminer. Elle portait un coup dévastateur au service de renseignement américain. Des dizaines d'agents allaient mourir. Les cellules dormantes iraniennes dont vous avez parlé, une belle attention, non? Votre mort sera imputée à des terroristes étrangers, détournant ainsi les soupçons des véritables coupables. Tony a des contacts dans plusieurs organisations du Moyen-Orient qui. Je dois des faveurs. Diana s'approcha et s'installa sur la table basse juste en face de Frank. Mais voilà ce qui est vraiment beau dans cette opération. Tu vas nous aider. Je ne pense pas. Oh, mais si. Diana sortit une tablette. Passant à une vidéo. Chloé était assise dans ce qui semblait être un sous-sol, attachée à une chaise. 2 hommes armés la flanquaient. Un coup de fil et sa fille décède grièvement. Tony a des goûts très particuliers en matière d'interrogatoire. Frank sentit la froideur familière s'installer en lui. Ce même repli émotionnel qui l'avait rendu efficace sur le terrain. Les sentiments personnels étaient un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Surtout quand des vies étaient en jeu. Que veux-tu? Demain soir, tu vas rencontrer Gregory Mitchell de l'agence. Il voudra te débriefer sur ton mariage avec un agent russe. Tu vas lui donner une liste de noms, tous les agents secrets dont tu te souviens de ton passage dans l'entreprise. Il te fera confiance parce que tu es la victime, le mari trahi en quête de pardon. Rédemption. Frank hocha lentement la tête. Et ensuite, tu te rendras à la planque où l'équipe de Mitchell coordonne l'opération Nuit Noire. Tu remettras ceci. Diana sortit une mallette de derrière le canapé. À l'intérieur se trouve un appareil qui téléchargera un virus sur leur réseau sécurisé. Il nous fournira des renseignements en temps réel sur chaque opération anti-russe menée par la CIA. Après ça, tu mourras dans un tragique attentat à la voiture piégée orchestré par des terroristes iraniens. Je récupère l'argent de l'assurance et je disparais avec Tony. Chloé, eh bien, ça dépend de ta coopération.
Frank se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, leur rue de banlieue semblait paisible. Les lumières du porche brillaient, les journaux attendaient sur le pas des portes, le rêve américain s'étalait. Mais en dessous, des prédateurs traquaient. Il faut que j'y réfléchisse, dit-il. Tu as jusqu'à demain matin. Si tu essaies de t'enfuir, si tu contactes quelqu'un de ton ancienne vie, si tu fais quoi que ce soit d'autre que ce que je t'ai dit, Chloé meurt. Compris. Frank se détourna de la fenêtre. Compris. Diana l'embrassa sur la joue, le même geste qu'elle avait fait des milliers de fois durant leur mariage. Bravo. Je sors un moment. Profite de ce moment pour faire la paix avec tes choix. Après son départ, Frank resta assis dans l'obscurité de son salon, pensant que Diana avait commis une erreur cruciale dans sa révélation. Elle avait sous-estimé à qui elle avait affaire. L'ombre n'était pas morte à Théron. Il dormait simplement. Maintenant, il était réveillé, et tous ceux qui l'auraient trahi paieraient. Chapitre 4. Le contresens. Frank attendit 2 heures après le départ de Diana avant de bouger. Il se rendit dans son bureau et sortit plusieurs livres de l'étagère, révélant un panneau caché. À l'intérieur se trouvaient des objets de son ancienne vie, de fausses cartes d'identité, des téléphones cryptés, de l'argent liquide et, surtout, un dispositif de communication sécurisé qui lui permettrait de contacter son ancien responsable sans passer par la case. Les canaux officiels. Mais d'abord, il devait localiser Chloé. Frank avait installé des dispositifs de localisation dans tous les véhicules familiaux des années auparavant, une précaution héritée de son passé paranoïaque qui s'est avérée précieuse. Le téléphone de Chloé indiquait sa dernière localisation, la maison des Miller, à 3 pâtés de maison de là, où elle étudiait souvent avec son ami. Mais le traceur de la BMW de Diana révélait une toute autre histoire. La voiture avait atteint une zone industrielle près de la rivière James, parfaite pour le genre de lieu clandestin où quelqu'un pourrait prendre des otages. Frank mémorisa l'emplacement, puis activa son communicateur sécurisé. Blackbeard fut la voix après l'activation de plusieurs protocoles de cryptage. Ici Shadow. J'ai besoin d'un rappel immédiat sur les protocoles Théron. Un silence. Shadow est dans l'ombre depuis 12 ans. Authentification requise. Frank fournit une série de codes prouvant son identité. Quelques minutes plus tard, Gregory Mitchell, son ancien agent de liaison à la CIA, était au téléphone. Bon sang, Frank, on a entendu des rumeurs selon lesquelles tu étais mort. Pas encore, mais il y a un problème. Un problème majeur. Frank révéla rapidement la véritable identité de Diana, le plan prévu. Assassinat, et piège tendu à l'opération Nightfall. Le fils de Mitchell souffla. Nous enverrons une équipe d'extraction pour vous. Négatif. Ils ont ma fille. J'ai besoin que ça se passe discrètement, et j'ai besoin de ressources. Quelles ressources? Celles qui n'existent pas officiellement. Mitchell resta silencieux un long moment. Il y a un entrepôt à Mechanicsville. L'unité 247. Tout ce dont vous avez besoin s'y trouve. Mais Frank, si ça tourne mal, l'agence niera toute implication. Compris. Une dernière chose. J'ai besoin que vous fournissiez des informations précises à votre équipe de l'opération Nightfall. Faites-leur croire qu'ils sont compromis par un autre vecteur. J'ai besoin que Diana croie que son plan fonctionne. Après avoir déconnecté, Frank se rendit à l'entrepôt. À l'intérieur, emballé dans du plastique et de la toile cirée, attendaient les outils de son ancien métier. Armes, matériel de surveillance, explosifs et, surtout, des objets qui pourraient faire croire à autre chose qu'une implication de la CIA. Il passa les 3 heures suivantes en reconnaissance. Le bâtiment où Chloé était détenue était un bâtiment désaffecté. Entrepôt textile entouré de terrains vagues. 3 gardes à l'extérieur. L'imagerie thermique en montrait au moins 2 autres à l'intérieur. Installation professionnelle, mais pas imprenable. Frank avait installé des micro-caméras autour du périmètre et était rentré chez lui avant l'aube. La voiture de Diana était garée dans une allée et une lumière brillait sous la porte de sa chambre. Elle était probablement en train de faire son rapport à Moscou, les informant de l'avancement des opérations. À 7 heures du matin, elle sortit de la chambre, habillée pour le travail. Bien dormi, demanda-t-elle avec inquiétude. D'accord, j'ai pris ma décision et je ferai ce que vous voulez, mais je veux d'abord voir Chloé. Une preuve de vie.
Diana hocha la tête en sortant son téléphone. La vidéo montrait Chloé dans le même fauteuil, mais maintenant elle regardait directement la caméra. Papa, j'ai peur. Fais ce qu'ils veulent, s'il te plaît. Mais Frank entendit autre chose dans la voix de sa fille. Une subtile emphase sur certains mots. Chloé utilisait un code qu'il lui avait appris des années auparavant, lors de ce qu'elle pensait être des jeux idiots. Elle lui disait qu'elle comprenait la situation et qu'elle était prête à agir le moment venu. Sa fille était peut-être en train de faire son rapport. Elle était sur lui, mais elle n'avait pas encore été complètement transformée. Il y avait encore de l'espoir. Le rendez-vous avec Mitchell est prévu pour 20 h, dit Frank. Quai 7 de la marina. Parfait. Et rappelez-vous, un faux pas, une tentative d'appeler à l'aide, et Chloé meurt. Après le départ de Diana pour son prétendu emploi dans un cabinet de conseil fictif, Frank commença ses préparatifs. Ce ne serait pas seulement une mission de sauvetage. Ce serait la destruction totale de tous ceux qui l'avaient trahi. Il commença avec Tony Vasquez. Chapitre 5. La traque commence. Frank avait appris la patience dans les montagnes d'Afghanistan, mais aujourd'hui, elle lui était bien utile dans la banlieue de Richmond. Tony Vasquez vivait dans un complexe d'appartements luxueux du centre-ville. Le genre d'endroit qui s'adressait aux jeunes professionnels au goût de luxe et aux mœurs souples. Grâce à une surveillance minutieuse, Frank avait cartographié les habitudes de Tony. L'homme était doué, il variait ses itinéraires, vérifiait les histoires, assurait la sécurité opérationnelle. Mais il avait deux faiblesses, une addiction aux parties de poker à enjeux élevés et un goût prononcé pour les escortes coûteuses. Tous les mardis, Tony rendait visite à un jeu privé organisé par un certain Dimitri Volov depuis un Pantouse du quartier financier. Frank avait rencontré Volov pendant ses années à la CIA, un ressortissant russe qui blanchissait de l'argent pour divers services de renseignement tout en conservant l'apparence d'un homme d'affaires légitime. Ce mardi sera différent. Frank se posta dans le parking de l'immeuble à 22 h, regardant arriver la Porsche argentée de Tony. L'agent russe semblait confiant, portant une mallette remplie de ce qui était probablement de l'argent de l'agence destinée à financer leur opération. Frank attendit que Tony soit dans l'ascenseur avant d'agir. Il avait désactivé les caméras de sécurité 20 minutes plus tôt grâce à des techniques apprises à l'anglais, et le concierge de l'immeuble était actuellement inconscient dans un placard à provisions. La partie de poker se déroulait au 15e étage. Frank prit l'escalier et arriva à l'entrée de service alors que Tony s'installait pour ce qu'il pensait être une soirée fructueuse. Par la fenêtre de service de la cuisine, Frank aperçut 5 hommes autour d'une table en feutre vert, Tony, Volov et 3 autres qu'il ne reconnut pas. Tous armés, tous dangereux, tous concentrés sur leurs cartes et l'importante pile d'argent liquide au centre de la table. Frank avait apporté des cadeaux pour l'occasion. La première grenade assourdissante explosa dans le salon, suivie immédiatement de 2 autres dans la cuisine et la chambre. Dans le chaos qui suivit, des hommes criaient, des meubles se renversaient, des armes étaient dégainées à l'aveuglette. Frank se déplaçait dans l'appartement comme de la fumée. Tony était sa cible principale, mais Frank ne pouvait laisser de témoin. Les autres joueurs apprirent trop tard que leur partie de poker du mardi était leur dernière. Lorsque la fumée se dissipa, Frank se tint au-dessus du corps ensanglanté de Tony. L'agent russe avait reçu une balle non mortelle à l'épaule et à la jambe, un placement précis qui le maintiendrait conscient et capable de parler. « Où est ma fille ?» demanda Frank dans un russe fluide, en appuyant le canon de son Glock contre la rotule de Tony. « Va au diable, haleta Tony. » Frank appuya sur la détente. Le cri de Tony résonna dans le Pantouse. « J'ai toute la nuit, » dit Frank sur le ton de la conversation. « Et j'ai appris les techniques d'interrogatoire auprès de gens qui faisaient passer le KGB pour des professeurs de catéchisme. Où est Chloé ? » Cela prit 40 minutes, mais Tony finit par abandonner. L'emplacement, confirmant ce que Frank savait déjà, et plus important encore, l'ampleur de l'opération. Diana ne se contentait pas d'éliminer Frank et de compromettre l'opération Nightfall. Elle était l'éclaireuse avancée d'une opération SVR plus vaste appelée Red Winter, conçue pour éliminer tous les agents russes incendiés vivants en Amérique tout en détruisant les capacités de contre-espionnage de la CIA. Frank était la preuve de concept. S'il parvenait à éliminer un ancien agent de la CIA tout en compromettant une opération en cours, il déploierait la stratégie à l'échelle nationale. Des dizaines d'anciens agents russes ayant fait défection périraient, ainsi que des centaines d'agents du renseignement américain. Avant de partir,
Frank plaça un petit appareil dans la poche de Tony, un traceur qui servirait également à autre chose le moment venu. À minuit, il était positionné devant l'entrepôt où Chloé était détenue. L'imagerie thermique montra que les gardes avaient relâché leur vigilance, supposant probablement que leur patron appréciait sa partie de poker. L'assaut de Frank commença à minuit 47. Chapitre 6, Sang et ombre. L'entrepôt explosa d'une violence contrôlée tandis que Frank le traversait telle une force de la nature. Les années de retraite n'avaient pas émoussé ses compétences, elles les avaient perfectionnées. Là où les jeunes agents misaient sur la rapidité et l'agressivité, Frank faisait preuve de précision et de patience. Le premier garde mourut sans même savoir que Frank était là. Un couteau entre ses côtes, touchant son cœur. Le deuxième parvint à se retourner avant que les mains de Frank ne lui brisent le cou. Lorsque le troisième se rendit compte que quelque chose n'allait pas, Frank était déjà à l'intérieur du bâtiment. Deux autres gardes attendaient au rez-de-chaussée, mais ils surveillaient dans la mauvaise direction. Frank était entré par le quai de chargement en se cachant dans les ombres et le matériel industriel. Le premier fut abattu par un coup de pistolet silencieux. Le second par un grognement que Frank portait depuis l'époque où il travaillait à l'agence. Chloé était retenue dans un bureau en sous-sol et Frank entendit des voix à son approche. Sa fille parlait à quelqu'un, sans supplier ni pleurer, mais poursuivant ce qui semblait être une conversation normale. Par une fente de la porte, Frank vit quelque chose qui le glaça. Chloé était assise, sans retenue, sur une chaise en face d'un homme que Frank ne reconnaissait pas. Mais ce qui l'arrêta, ce fut le ton de leur conversation. Familier, confortable, comme de vieux amis qui se retrouvent. « Il se croit si intelligent », disait Chloé. Mais il a été prévisible toute sa vie. Maman a deviné ses habitudes il y a des années. L'homme rit. « Et tu es sûr qu'il viendra te chercher ? » Bien sûr. Il est sentimental avec sa famille. C'est sa plus grande faiblesse. Frank sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Sa fille de 15 ans, discutait de ses faiblesses avec ses ennemis. Non pas sous la contrainte, non pas pour sauver sa vie, mais en participant volontairement. Quand ce sera fini, continua l'homme. Tu viendras avec nous à Moscou. Termine ta formation. Ta mère dit que tu as un talent naturel. J'ai hâte. Cette vie de banlieue a été tellement ennuyeuse. Frank en avait assez entendu. Il enfonça la porte d'un coup de pied et lui logea 2 balles dans la poitrine avant qu'il ne puisse dégainer son arme. Chloé ne cria pas et ne manifesta pas de surprise. Elle resta assise là, à regarder son père avec des yeux qui semblaient soudain bien plus vieux que 15 ans. « Bonjour, papa, dit-elle. Calmement. « Bonjour, Chloé. » Frank la harcelait. « Depuis combien de temps ? » ? « Depuis mes 12 ans. C'est là que maman m'a dit la vérité sur ce qu'on faisait ici. » Chloé se leva lentement, les mains visibles. « J'apprends les techniques de surveillance des métiers russes. Je suis plutôt doué. Tes reportages sur moi, chaque détail, tes habitudes, tes réactions, tes émotions. Tu es très prévisible, papa. Maman a toujours dit que ce serait à perte. » Frank étudia le visage de sa fille, cherchant un signe de la petite fille qui s'endormait sur ses genoux pendant les soirées cinéma. Mais cet enfant avait disparu, remplacé par quelque chose d'étranger et de dangereux. « Le code que tu utilises dans la vidéo, dit-il. Chloé sourit. « Quel code ? Je te disais juste de faire ce qu'il voulait. Ce que tu n'as apparemment pas fait. » Le téléphone de Frank a été piraté. Un SMS de Diana. TikTok. Chérie. Mitchell attend sur le quai. Il regarda sa fille. Cet inconnu, arborant son visage d'enfant, prit une décision qui aurait détruit l'homme qu'il était. « Tu viens avec moi » dit-il. « Je ne crois pas », Chloé sortit un petit pistolet de derrière la chaise. Maman m'avait appris à toujours avoir un plan B. L'entraînement était évident, une bonne prise en main, une visée stable, le doigt sur la détente. Mais elle commit une erreur. Elle se tenait trop près. Frank se déplaça plus vite qu'elle ne pouvait réagir, la désarmant et lui attachant les mains dans le dos avec des serre-câbles. Chloé finit par exprimer son émotion. La rage d'avoir été déjouée. « Tu n'y peux rien », cracha-t-elle. « Même si tu tues maman et Tony, il y en a d'autres. Red Winter est déjà en marche. On verra bien. » Frank fit sortir sa fille de l'entrepôt,
laissant derrière lui 5 cadavres et un bâtiment en feu. Il lui restait un dernier arrêt avant sa rencontre avec Mitchell. Chapitre 7. La jetée. Gregory Mitchell se tenait au bout de la jetée 7, regardant les bateaux tanguant dans les eaux sombres de la rivière James. À 53 ans, il paraissait avoir son âge. Cheveux gris, visage ridé, l'allure lasse d'un homme qui avait passé 30 ans à combattre les ombres. Il avait été l'homme de confiance de Frank pendant les pires années, celles qui s'étaient terminées à Théron avec la mort de 3 bons agents et la disparition de Frank Morrison dans l'anonymat de la banlieue. Frank était de retour, et Mitchell ne savait pas si c'était une bonne nouvelle ou une catastrophe. Des pas sur des planches annoncèrent l'arrivée de Frank. Mitchell se retourna, s'attendant à voir son ancien agent seul. Au lieu de cela, Frank s'approcha avec une adolescente, les mains attachées dans le dos. « Seigneur, Frank, dis-moi que tu ne l'as pas fait. »« Ma fille, » dit simplement Frank, 15 ans et déjà agent SVR pleinement formé. Ils l'ont recruté à 12 ans. Mitchell fixa la jeune fille. Elle ressemblait à n'importe quelle adolescente de banlieue, cheveux blonds, jeans de marque, le genre d'enfant qu'on croise dans un centre commercial. Mais son regard exprimait une froideur que Mitchell reconnaissait dans les salles d'interrogatoire de lieux qui n'existaient pas officiellement. « Où est Diana ?» demanda Mitchell. Elle jouait toujours son rôle. Elle pense que je suis là pour trahir l'opération Nightfall. Frank tendit une mallette à Mitchell. Elle contient le virus qu'il voulait que j'introduise dans votre réseau. Je l'ai légèrement modifié. Mitchell ouvrit la mallette, révélant un dispositif électronique sophistiqué. Modifié comment? Au lieu de leur donner accès à vos systèmes, il leur fournira de fausses informations tout en traquant l'ensemble de leur réseau. Chaque agent du SVR impliqué dans Red Winter sera démasqué. Red Winter, Frank résuma rapidement ce qu'il avait appris de Tony et Chloé. Lorsqu'il eut terminé, le visage de Mitchell était devenu pâle. Des centaines d'agents, chuchota Mitchell. Ils pourraient démanteler tout notre réseau d'Europe de l'Est. Pas si on les arrête ce soir. Frank regarda sa montre. Diana m'attend dans 2 heures. J'ai besoin que tu mettes en scène ma mort. Reviens, Carbon. Des terroristes iraniens. Sois convaincant. Diana a besoin de croire qu'elle en est une, alors elle contactera ses agents. Quand elle le fera, nous suivrons la piste jusqu'à Moscou si nécessaire. Mitchell regarda l'adolescente. Et elle? Chloé va nous aider, dit Frank. Lorsque sa fille commença à protester, il poursuivit, parce que l'alternative, c'est la prison fédérale pour trahison. Elle a 15 ans, donc elle pourrait sortir à 40 ans. Chloé finit par perdre contenance. Tu ne veux pas me juger. La voix de Frank exprimait la froideur qui avait autrefois terrifié les ennemis d'une douzaine de pays. Tu as aidé à planifier mon meurtre. Tu as trahi ton propre pays. Peu m'importe que tu sois ma fille. Tu es une combattante ennemie maintenant. Mitchell intervint. Frank, ce n'est qu'une enfant. C'est une agente entraînée qui recueille des renseignements sur des cibles américaines depuis 3 ans. Frank se tourna vers Chloé. Voilà le marché. Tu nous aides à mettre la main sur Red Winter et peut-être qu'il y aura un moyen de retrouver une vie normale. Tu refuses et tu passes le reste de ta jeunesse dans un établissement fédéral. Chloé regarda son père et Mitchell, calculant les probabilités. Finalement, elle hocha la tête. Bien. Voilà ce qui va se passer. Chapitre 8. Le piège. Diana Morrison était assise dans sa BMW devant la marina de Richmond, observant les véhicules d'urgence intervenir après la spectaculaire explosion survenue 20 minutes plus tôt. La boule de feu était visible à 3 km. Exactement le genre de déclaration spectaculaire que les terroristes iraniens affectionnaient. Son téléphone sonna. Le numéro de Tony. C'est fait, dit la voix de Tony, légèrement déformée par ce qui ressemblait à des analgésiques. Il a résisté plus que prévu, mais il est maintenant en pleine forme. Des blessures? Demanda Diana, remarquant la tension dans la voix de Tony. Rien de grave. Il a fallu faire preuve de créativité pour l'interrogatoire, mais il nous a donné ce qu'il fallait avant la fin. Diana sourit et le dispositif fut implanté dans le réseau de Mitchell. Nous devrions avoir un accès complet d'ici 1 heure. Parfait. La première phase de Red Winter était terminée. Retrouve-moi à la planque, dit Diana. Nous devons coordonner la phase suivante.
Elle traversa les rues calmes de Richmond en voiture, pensant à la réaction de Moscou lorsqu'ils apprendraient le succès de l'opération. L'élimination d'un ancien agent de la CIA, le compromis d'une opération de contre-renseignement active et le recrutement d'actifs précieux, tout s'accomplit tout en maintenant une couverture parfaite. La maison était une maison de style colonial dans un quartier de la classe moyenne. Le genre d'endroit qui n'a attiré aucune attention. Diana s'est garée dans le garage attaché et est entrée dans la cuisine, s'attendant à trouver Tony en attente de champagne et de félicitations. Au lieu de cela, elle a trouvé son mari assis à la table de la cuisine très vivante et pointant une arme sur sa poitrine. « Bonjour chérie, dit calmement Frank. Nous devons parler. » La main de Diana se déplaçait vers son sac, mais s'arrêta quand elle a vu Chloé émerger du salon. Sa fille avait l'air secouée mais indemne. « Oh » demanda Diana. Tony était très bavard une fois que j'ai expliqué une situation. Saviez-vous qu'il est allergique à la plupart des analgésiques ? Rendu l'interrogatoire beaucoup plus efficace. Diana a traité ces informations rapidement. Si Frank avait pris Tony, alors l'explosion de la voiture, l'appel téléphonique, tout était du théâtre, ce qui signifiait que l'opération Nightfall n'est pas compromise. Elle a dit, au contraire, cela fonctionne exactement comme prévu. Nous avons suivi vos communications depuis 6 heures. Chaque opération SVR impliquée dans Red Winter est maintenant connue de nous. Diana a regardé profondément sa fille. Chloé, je suis désolé, maman. Interrogé. River. Le comptable à Manichef avait disparu, remplacé par le prédateur qu'elle avait toujours connu caché sous la surface. Tu bluffes. Tu ne tuerais pas ta propre femme. Buste du téléphone de Frank. Il le regarda et sourit froidement. Tony Vasquez a été retrouvé mort dans son appartement il y a 20 minutes. Une crise cardiaque apparente provoquée par un traumatisme sévère. Très triste, Diana sentit la forme de glace dans son estomac. Frank avait exécuté Tony de sang-froid, ce qui avait été naturel. L'homme avec qui elle a vécu pendant 12 ans était capable de meurtre occasionnel. Et Chloé, elle a demandé. Chloé va aider à nettoyer le désordre que vous avez fait. Sa coopération déterminera si elle a un avenir dans ce pays ou passe sa vie pour adulte dans un établissement fédéral. Diana a de nouveau regardé sa fille. La vie en matière de témoignage a signifié que la vie était évidente. La perspective de SVR, jusqu'au moment où ce n'était pas le cas. 17 agents SVR ont été arrêtés dans cet état. 3 maisons ont été compromises. Plus important encore, les Russes avaient révélé tout leur réseau d'actifs américains brûlés. L'ancien personnel de la CIA, de la NSA et des militaires qui vivaient des vies tranquilles jusqu'à ce que Moscou décide qu'ils étaient trop dangereux pour partir en vie. Tous étaient maintenant sous la protection fédérale. Tous devaient leur vie à la trahison de Frank de sa propre famille. Gregory Mitchell a approché la table de Frank transportant 2 tasses de café et le poids d'une opération réussie mais moralement complexe. Elle demande à vous revoir, a déclaré Mitchell, s'installant dans la chaise opposée. Et ma réponse reste la même. Diana Morrison était actuellement en détention fédérale, attendant le procès pour espionnage. Sa coopération avait été précieuse, mais Frank n'avait aucun intérêt à la revoir. La femme qu'il a épousée n'avait jamais existé. Elle avait été une fiction soigneusement construite conçue pour exploiter sa solitude et son traumatisme. Et Chloé? Frank a siroté son café en pensant à sa fille. Chloé était également sous garde fédérale, mais son âge et sa coopération lui avaient valu un sort différent. Au lieu de la prison, on lui a offert une chance de rachat par le service. Une carrière soigneusement supervisée avec American Intelligence, utilisant sa formation pour servir le pays qu'elle a trahi. Elle a fait son choix, a déclaré Frank. Enfin, les actions ont des conséquences. Elle était un enfant, Frank, manipulé par des personnes en qui elle avait confiance. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a commencé à me rendre compte. Assez vieux pour comprendre les conséquences de la trahison. Frank a rencontré les yeux de Mitchell. Je ne pardonne pas aux traîtres, Greg. Pas même ma propre fille. Mitchell a hoché la tête. Il avait vu Frank prendre des décisions similaires pendant leurs années ensemble, coupant quiconque posait une menace, indépendamment des relations personnelles. C'est ce qui a rendu Frank efficace et ce qui le rendait dangereux. L'agence veut que vous reveniez, a déclaré Mitchell. Réintégration complète, bureau, travail, bonne pension. Je suis à la retraite.
Vous avez sauvé des centaines de vies. Vous avez arrêté une catastrophe d'intelligence majeure. Qui mérite la reconnaissance? Frank sourit cynisme. J'ai empêché mon propre meurtre et éliminé les gens qui m'ont trahi. Tout le reste n'était qu'une bonne citoyenneté. Mitchell est parti 20 minutes plus tard, portant la finale de Frank refus de retourner au service de la CIA. Frank est resté à sa table, regardant la neige et pensant que Diana passerait le reste de sa vie en prison, en supposant qu'elle vivait aussi longtemps. Les agents du renseignement qui ont trahi leur service sont rarement morts de la vieillesse, même en garde à vue. Chloé servirait son pays pour les 20 prochaines années si elle avait de la chance. Si elle ne l'était pas, elle ferait une erreur et finirait comme sa mère. Frank soupçonnait que ce serait ce dernier. La fille avait trop de la froideur calculatrice de Diana pour être vraiment digne de confiance. Tony Vasquez était mort, tué dans ce qui semblait être une crise cardiaque, mais était en fait le résultat d'un petit appareil que Frank avait placé dans sa poche. L'appareil avait livré un choc électrique calibré précisément 12 heures après l'activation, assez longtemps pour que Frank soit ailleurs à la mort de Tony. 17 d'autres agents SVR étaient morts ou emprisonnés. Leurs réseaux ont été enroulés, leurs actifs exposés, leurs opérations se sont terminées. Frank Morrison, l'ombre, avait complètement gagné. Alors que la soirée tombait sur Vienne, Frank a payé sa facture et est sorti dans la neige. Demain, il s'envoyait en Thaïlande, puis en Nouvelle-Zélande, s'installant enfin dans un endroit chaud et anonyme. Il avait assez d'argent pour disparaître en permanence et suffisamment de compétences pour rester mort. Derrière lui, il a quitté l'épave d'un mariage construit sur des mensonges, une fille formée pour trahir sa propre famille et une opération de renseignement qui avait consommé des dizaines de vies. Il n'a ressenti aucune culpabilité à ce sujet. Dans le monde de Frank, il n'y avait que deux types de personnes. Ceux à qui on pouvait faire confiance et ceux qui méritaient exactement ce qu'ils ont obtenu. Sa famille avait choisi leur côté. Il avait choisi le sien. L'ombre est entrée dans la neige qui tombe et a disparu, ne laissant que le souvenir de ce qui est arrivé aux gens qui ont trahi Frank Morrison. Le comptable à la poubelle a disparu pour toujours. À sa place, a marché un fantôme qui ne ferait plus jamais l'erreur de faire confiance à quiconque dans sa vie. Certaines personnes méritent le pardon. Sa famille n'avait pas été parmi eux. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'avez-vous pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté par abonnement. Cela signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran, et je vous verrai.